L'Espagne vit l'islam au-delà des considérations géopolitiques. Permettez-moi de vous ramener à la soirée du 11 mars 2024, pas à la date elle-même, mais au moment où le gouvernement Sich a discrètement approuvé la construction de la première grande mosquée du pays à Madrid depuis plus de 5 siècles. L'annonce a à peine fait la une des journaux internationaux, enfouie sous le bruit habituel des conflits au Moyen-Orient et des rassemblements d'extrême droite en Europe. Mais voici pourquoi cela importe bien plus que cela. L'Espagne, une nation qui s'est autrefois définie par l'expulsion de l'islam, est désormais au centre d'un réalignement géopolitique discret mais profond, un réalignement qui pourrait remodeler les relations de l'Europe avec le monde musulman, défier l'influence américaine en Méditerranée et forcer à prendre en compte les échecs du libéralisme laïque occidental. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et du pouvoir en Europe, et je peux vous dire que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. Il s'agit de géopolitique, d'énergie, de migration et du lent démantèlement de l'ordre de l'après-guerre froide. Le récit officiel, ce qu'on vous a dit, est que l'Espagne est simplement en train de se moderniser, d'adopter le multiculturalisme et de dépasser son passé médiéval. Mais comme nous le verrons, cette histoire est au mieux incomplète, et au pire délibérément trompeuse. Commençons donc par ce qu'ils veulent vous faire croire. L'officiel, une Espagne progressiste, en avant le gouvernement Sich, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, a présenté cela comme une évolution naturelle. Dans un discours prononcé en 2023, Sánchez a déclaré que l'Espagne tournait la page de siècles de division et entrait dans une nouvelle ère de coexistence. Les chiffres semblent le confirmer. Selon le ministère de la Justice de Sich, il y a désormais plus de 2,5 millions de musulmans en Espagne, soit environ 5% de la population, et des projections suggèrent que ce nombre pourrait doubler d'ici 2050. Le gouvernement souligne l'augmentation des dialogues interreligieux, la légalisation de la nourriture halal dans les institutions publiques et même la restauration de mosquées historiques comme la Mesquita de Cordoue comme preuve d'une société en paix avec son héritage islamique. Les médias grand public ont largement repris ce récit. LP a publié l'année dernière une série d'articles intitulés « La Renaissance musulmane espagnole », mettant en lumière les histoires de jeunes musulmans siches qui prospèrent dans les affaires, la politique et les arts. La BBC et le Guardian ont emboîté le pas, présentant l'Espagne comme un modèle pour l'Europe, un continent où l'islamophobie est en hausse, mais où l'Espagne, avec son histoire unique, trace une voie différente. Même le Vatican a pesé dans la balance. Le pape François, lors d'une visite au Maroc en 2023, a salué les « mesures courageuses vers la réconciliation » de l'Espagne, la qualifiant de « lueur d'espoir » pour les relations entre chrétiens et musulmans. L'Union européenne, désireuse de se démarquer des réactions négatives de l'extrême droite dans des pays comme la France et l'Italie, a cité l'Espagne comme un exemple d'intégration réussie. Mais voici le problème, cela repose sur des demi-vérités, des omissions et une incompréhension fondamentale de ce qui motive réellement ce changement. Ce qu'ils ne vous disent pas. Commençons par les chiffres. Oui, il y a 2,5 millions de musulmans en Espagne, mais d'où viennent-ils ? L'histoire officielle est que c'est le résultat de la migration naturelle, du regroupement familial et des opportunités économiques. Mais les données racontent une autre histoire. Près de 60% de la population musulmane espagnole est d'origine marocaine. Le Maroc, un pays ayant des liens historiques profonds avec l'Espagne, étend depuis des années son influence dans la péninsule ibérique, de manière discrète mais agressive. Il ne s'agit pas seulement de migration, il s'agit de puissance douce. Le gouvernement marocain finance des centres culturels islamiques, fournit des imams aux mosquées siches et offre même des bourses aux musulmans siches pour étudier au Maroc. En 2022, le gouvernement Sich a approuvé un accord controversé autorisant le Maroc à former des imams en Espagne, une mesure qui sous-traite effectivement l'autorité religieuse à Rabat. Pourquoi l'Espagne ferait-elle cela ? La réponse réside dans Ceuta et Melilla. Ces 2 enclaves de Sich, situées sur la côte nord-africaine, constituent les seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique, et le Maroc les revendique depuis longtemps comme siennes. En 2021, le Maroc a militarisé la migration, permettant à des milliers de migrants de prendre d'assaut les frontières de Ceuta dans un acte délibéré de coercition. Le message était le suivant, si l'Espagne veut de la stabilité, elle doit jouer le jeu avec Rabat. Mais le Maroc n'est pas le seul acteur ici. L'Algérie, rival acharné du Maroc, a également pris des mesures. En 2022,
l'Algérie a coupé l'approvisionnement en gaz de l'Espagne après que Madrid ait transféré sa reconnaissance diplomatique du Front Polisario au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. L'Espagne, désespérée par sa sécurité énergétique, courtise depuis les deux côtés, d'où l'adoption soudaine de projets culturels islamiques comme moyen d'apaiser les alliés de l'Algérie dans la région. Et puis il y a l'argent. La nouvelle mosquée de Madrid n'est pas construite par les contribuables siches, elle est financée par une coalition d'États du Golfe, dont le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces pays injectent de l'argent en Europe depuis des années, achetant de l'influence par le biais des mosquées, des médias et même des clubs de football. En Espagne, leurs investissements sont particulièrement stratégiques. Le pays se situe au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Atlantique, ce qui en fait un nœud essentiel des routes énergétiques et commerciales mondiales. Les États du Golfe ne se contentent pas de construire des mosquées, ils prennent pied dans un pays qui pourrait un jour être un allié clé ou un adversaire clé. Et n'oublions pas l'aspect domestique. Le gouvernement de coalition de gauche espagnol, dirigé par le PSOE de Sánchez et le parti d'extrême gauche Podemos, défend un programme progressiste qui inclut non seulement le multiculturalisme, mais aussi une critique plus large du passé colonial et impérial de l'Espagne. Pour eux, embrasser l'islam n'est pas seulement une question de tolérance, c'est aussi expier les péchés de la Reconquista, de l'Inquisition et de la dictature de Franco. Il s'agit là de la politique identitaire dans sa forme la plus puissante, et elle remodèle la politique étrangère de l'Espagne d'une manière qui commence seulement à devenir claire. Alors que se passe-t-il réellement ici? L'Espagne ne se contente pas aller de l'avant, elle est tirée dans de multiples directions par des puissances extérieures, chacune avec son propre agenda. Et les conséquences pourraient être considérables. La géopolitique, comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi cela est important, nous devons le faire. La Méditerranée a toujours été un espace contesté, mais elle est aujourd'hui plus volatile qu'elle ne l'a jamais été depuis la guerre froide. Les États-Unis, la Russie, la Chine et les États du Golfe se disputent tous l'influence, et l'Espagne avec sa situation stratégique, ses liens historiques avec l'Amérique latine et sa population musulmane croissante est devenue un enjeu clé. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, l'Espagne a été un allié fiable de l'OTAN, abritant des bases militaires américaines comme Rota et Morón. Mais ces dernières années, l'influence de Washington a diminué. L'accent mis par l'administration Biden sur l'Indo-Pacifique a laissé l'Europe négligée, et l'Espagne, comme de nombreux pays européens, a discrètement diversifié ses alliances. Le gouvernement Sánchez a renforcé ses liens avec l'Algérie, approfondi sa coopération avec le Maroc et a même flirté avec l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les États-Unis considèrent la population musulmane croissante en Espagne à la fois comme une menace et une opportunité. D'un côté, on craint que les mosquées financées par le Golfe ne deviennent des centres de radicalisation, une préoccupation qui n'est pas totalement infondée, compte tenu de l'histoire du terrorisme islamiste en Espagne. D'un autre côté, les États-Unis considèrent l'Espagne comme un pont potentiel vers le monde musulman, un moyen de contrer l'influence russe et chinoise en Afrique du Nord. La Russie, pour sa part, joue un jeu de longue haleine. Moscou a cultivé des liens avec l'Algérie, lui fournissant des armes et de l'énergie en échange d'un soutien politique. Les médias d'État russes, comme RT et Sputnik, ont amplifié les récits sur l'islamophobie occidentale, décrivant l'adhésion de l'Espagne à l'islam comme un signe de la décadence morale de l'Europe. Le but? Saper la cohésion de l'OTAN et positionner la Russie comme défenseur des valeurs traditionnelles. La Chine, quant à elle, considère l'Espagne comme une porte d'entrée vers l'Europe. Pékin a investi massivement dans les ports de Siche, notamment à Valence et à Algésiras, dans le cadre de sa route maritime de la soie. Le gouvernement chinois courtise également la communauté musulmane espagnole, en proposant des bourses d'études et des échanges culturels. En 2023, un groupe de réflexion soutenu par l'État chinois a publié un rapport affirmant que l'héritage islamique de l'Espagne pourrait être exploité pour renforcer les liens de la Chine avec le monde musulman, une allusion pas si subtile que Pékin considère l'Espagne comme un partenaire potentiel dans ses ambitions mondiales. Et puis il y a les pays du Golfe. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont utilisé leur puissance financière pour façonner le paysage islamique espagnol. La nouvelle mosquée de Madrid, par exemple, est construite grâce à un financement qatari, et sa direction devrait être étroitement alignée sur les intérêts de Doha.
Il ne s'agit pas seulement de religion, c'est une question de géopolitique. Les États du Golfe couvrent leurs enjeux, s'assurant que si l'Europe se retourne contre eux, ils auront des alliés dans des pays clés comme l'Espagne. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne? Coincée entre des puissances concurrentes, chacune avec sa propre vision de l'avenir du pays. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Militaire et stratégique, une poudrière qui attend de s'enflammer. Parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent dangereuses. La situation stratégique de l'Espagne en fait un acteur essentiel dans tout futur conflit en Méditerranée. Le pays abrite deux grandes bases navales américaines, Rota et Morón, qui sont vitales pour la projection de la puissance américaine en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Mais ces dernières années, l'engagement de l'Espagne auprès de l'OTAN est devenu plus conditionnel. Le gouvernement Sánchez s'est montré réticent à s'aligner pleinement sur la politique américaine sur des questions comme l'Ukraine et Israël. En 2023, l'Espagne a refusé d'envoyer des chars Léopard en Ukraine, invoquant des préoccupations de politique intérieure. La même année, l'Espagne a voté en faveur d'une résolution de l'ONU condamnant les actions d'Israël à Gaza, une décision qui a irrité Washington mais qui a bien joué avec la base de gauche espagnole. Ce changement n'est pas passé inaperçu à Moscou et à Pékin. La Russie, en particulier, a mis à l'épreuve la détermination de l'Espagne. En 2022, un navire espion russe a été repéré au large de Carthagène, surveillant les activités de l'OTAN. L'année suivante, des avions de combat russes ont survolé l'espace aérien de Sich dans une provocation délibérée. Ces incidents font partie d'une stratégie plus large visant à sonder les défenses de l'OTAN et à exploiter les divisions au sein de l'Alliance. Mais le véritable joker est l'Afrique du Nord. Les deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, sont des points chauds en devenir. Le Maroc convoite depuis longtemps ces territoires. Ces dernières années, Rabat utilise la migration, l'énergie et même l'islam comme outil de coercition. En 2021, la décision du Maroc d'autoriser des milliers de migrants à prendre d'assaut Ceuta constituait un défi direct à la souveraineté de Sich. Si l'Espagne perdait le contrôle de ces enclaves, ce serait un désastre stratégique, qui pourrait encourager d'autres puissances révisionnistes, comme l'Algérie et la Russie, à prendre leurs propres décisions. Et puis il y a la question du terrorisme islamiste. L'Espagne a déjà été une cible, et elle pourrait l'être à nouveau. Les attentats de Madrid en 2004 ont été un signal d'alarme, mais depuis lors, les efforts antiterroristes de l'Espagne sont devenus plus fragmentés. L'essor des mosquées financées par le Golfe a suscité des inquiétudes quant à la radicalisation, en particulier parmi la jeune population musulmane espagnole. En 2023, les services de renseignement de Sich ont signalé une augmentation du contenu extrémiste en ligne ciblant les musulmans de Sich, une tendance qui pourrait avoir de graves conséquences si rien n'est fait pour y remédier. L'essentiel ? L'Espagne marche sur la corde raide. Sa situation stratégique le rend indispensable à l'OTAN, mais ses liens croissants avec le Maroc, l'Algérie et les pays du Golfe créent de nouvelles vulnérabilités. Et si les États-Unis continuent de considérer l'Espagne comme allant de soi, ils pourraient se retrouver avec un allié moins fiable ou pire, un adversaire. La politique intérieure. Pourquoi il s'agit de plus que de religion? Parlons maintenant de ce qui se passe en Espagne, car c'est là que se déroule le véritable drame. L'adhésion du gouvernement Sánchez à l'islam n'est pas seulement une question de politique étrangère, c'est aussi une question de politique intérieure, et c'est un pari qui pourrait se retourner contre lui de façon spectaculaire. L'Espagne est profondément polarisée. Les partis de droite du pays, dirigés par le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox, ont gagné du terrain en exploitant les craintes concernant l'immigration, l'islamisation et l'érosion de l'identité sich. Vox, en particulier, a exprimé clairement son opposition à la nouvelle mosquée de Madrid, la présentant comme une menace pour l'héritage chrétien espagnol. En 2023, Vox a organisé une série de manifestations devant le chantier de construction, attirant des milliers de partisans. La gauche, quant à elle, considère l'adhésion à l'islam comme un moyen de contrer l'extrême droite. Pour Sánchez et ses alliés, le multiculturalisme n'est pas seulement un impératif moral, c'est une stratégie politique. En se positionnant comme les défenseurs de la communauté musulmane espagnole, ils espèrent conquérir les jeunes électeurs progressistes et marginaliser la droite. Il s'agit d'une approche à haut risque et très rémunératrice, et elle s'avère déjà payante à certains égards.
Lors des élections générales de 2023, le PSOE de Sánchez a réalisé des progrès dans les zones urbaines à forte population musulmane, en partie grâce à sa position progressiste sur l'immigration et la religion. Mais il y a un piège. L'adhésion de la gauche à l'islam est profondément impopulaire auprès d'une partie importante de l'électorat siche. Les sondages montrent que près de 60% des Siars pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs siches, un sentiment particulièrement fort dans les zones rurales et parmi les électeurs plus âgés. Si la gauche pousse trop fort, elle risque de s'aliéner sa propre base et de confier à la droite un enjeu majeur. Et puis il y a la question de la Catalogne. Le mouvement indépendantiste catalan est une épine dans le pied de Madrid depuis des années, et l'importante population musulmane de la région est devenue un point de discorde. Certains nationalistes catalans ont adopté l'islam comme moyen de se différencier de l'Espagne, tandis que d'autres y voient une menace pour l'identité catalane. Le résultat est un mélange toxique de nationalisme, de religion et de séparatisme qui pourrait exploser à tout moment. Alors, quelle est la fin du jeu ici? Pour Sánchez, c'est une question de survie. Son gouvernement est fragile et il a besoin de toutes les voies possibles. En se positionnant comme le champion de la communauté musulmane d'Espagne, il parie qu'il pourra déjouer la droite et assurer son avenir politique. Mais s'il se trompe, il pourrait finir par donner la victoire à l'extrême droite et plonger l'Espagne dans une nouvelle ère d'instabilité. Troisième scénario, avenir possible pour l'Espagne alors, où tout cela mène-t-il? Considérons 3 scénarios possibles, chacun comportant ses propres risques et conséquences. Scénario 1. Le rêve progressiste. Dans ce meilleur des cas, l'Espagne réussit à intégrer sa population musulmane, devenant ainsi un modèle de multiculturalisme en Europe. La nouvelle mosquée de Madrid devient un symbole de coexistence et les liens de l'Espagne avec le Maroc, l'Algérie et les pays du Golfe se renforcent sans compromettre sa souveraineté. Les États-Unis et l'OTAN restent engagés, mais l'Espagne joue un rôle plus indépendant dans les affaires méditerranéennes. Les risques? Ce scénario suppose que la population musulmane espagnole restera modérée et que les puissances extérieures n'exploiteront pas les divisions religieuses à leur propre profit. Cela suppose également que l'extrême droite ne gagnera pas suffisamment de terrain pour faire dérailler le projet progressiste. Compte tenu du climat politique actuel, cela semble peu probable. Scénario 2, le pion géopolitique, c'est le résultat le plus probable. L'Espagne devient un champ de bataille pour des puissances concurrentes, le Maroc, l'Algérie, les États du Golfe et même la Russie et la Chine se disputant leur influence. La nouvelle mosquée de Madrid devient un point chaud, avec des manifestations, des contre-manifestations et des violences occasionnelles. Le gouvernement espagnol, déchiré entre des intérêts concurrents, peine à conserver le contrôle. La cohésion de l'OTAN s'affaiblit et les États-Unis se retrouvent avec un allié moins fiable. Les risques? La situation stratégique de l'Espagne en fait une cible de coercition. Si le Maroc ou l'Algérie devaient intensifier les tensions à propos de Ceuta et Melilla, l'Espagne pourrait se retrouver dans une crise sans issue facile. La montée de l'extrémisme islamiste pourrait également devenir une menace sérieuse, en particulier si les mosquées financées par le Golfe radicalisent les jeunes musulmans. Scénario 3. La réaction de l'extrême droite. Dans le pire des cas, l'extrême droite accède au pouvoir, soit par le biais d'élections, soit par une crise politique. Vox ou un parti similaire prend le contrôle, faisant reculer la politique multiculturelle espagnole et réprimant l'islam. La nouvelle mosquée de Madrid est soit abandonnée, soit reconvertie, et les relations de l'Espagne avec le Maroc et l'Algérie se détériorent. La cohésion de l'OTAN se fracture et l'Espagne devient un paria dans le monde musulman. Les risques? Ce scénario pourrait déclencher une réaction européenne plus large contre l'islam, alimentant les mouvements d'extrême droite en France, en Italie et en Allemagne. Cela pourrait également conduire à une montée du terrorisme islamiste, alors que les musulmans mécontents se tournent vers l'extrémisme. Et si l'Espagne quittait l'OTAN ou s'alignait sur la Russie, ce serait un désastre stratégique pour l'Occident. Aucun de ces scénarios n'est particulièrement attrayant. Mais l'issue la plus probable, celle où l'Espagne devient un pion géopolitique, est aussi la plus dangereuse, car c'est celle où les risques sont les plus difficiles à prévoir. Grande stratégie: l'échec de l'hégémonie libérale. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Pour répondre à cette question, nous devons prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble.
Ce qui se passe en Espagne n'est qu'un exemple d'un échec bien plus important de l'hégémonie libérale menée par les États-Unis. Pendant des décennies, les États-Unis ont poursuivi une grande stratégie basée sur l'idée que le monde devrait être organisé autour des valeurs occidentales, démocratie, droits de l'homme, libre marché. Cette stratégie a conduit à d'innombrables interventions, de l'Irak à la Libye en passant par la Syrie, chacune justifiée au nom de la propagation de la liberté. Mais les résultats ont été désastreux. Le Moyen-Orient est plus instable que jamais, l'Europe est divisée et les États-Unis sont de plus en plus perçus comme un partenaire peu fiable. L'Espagne est un microcosme de cet échec. Les États-Unis considèrent l'Espagne comme un acquis, supposant qu'elle sera toujours un allié fidèle à l'OTAN. Mais à mesure que l'influence américaine diminue, l'Espagne recherche de nouveaux partenaires, le Maroc, l'Algérie, les États du Golfe et même la Chine. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne, il s'agit de l'effondrement plus large de l'ordre de l'après-guerre froide. Le problème est que les États-Unis n'ont pas de stratégie cohérente pour faire face à ce changement. L'accent mis par l'administration Biden sur l'Indo-Pacifique a laissé l'Europe se sentir négligée, et ses tentatives pour contrer la Chine et la Russie ont été, au mieux, maladroites. Le résultat est un vide de pouvoir que d'autres pays sont trop heureux de combler. Et c'est là que réside le véritable danger. Si les États-Unis continuent de poursuivre une stratégie d'hégémonie libérale en essayant d'imposer leurs valeurs au monde, cela ne fera qu'accélérer leur déclin. Le monde évolue vers un ordre multipolaire, que Washington le veuille ou non. La question est de savoir si les États-Unis peuvent s'adapter ou s'ils s'accrocheront à une stratégie qui a déjà échoué. Alternative et voie à suivre réaliste, alors que devrions-nous faire à la place ? Laissez-moi tranquille, il ne s'agit pas d'abandonner nos valeurs. Il s'agit de reconnaître que le monde a changé. Et que les outils que nous avons utilisés pour le façonner ne fonctionnent plus. La première étape consiste à admettre que le moment de l'après-guerre froide est révolu. L'ère unipolaire ne s'est pas terminée en beauté, mais par une série de retraits discrets de l'Afghanistan en 2021, de la Syrie en 2019, de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Chaque retrait était présenté comme un pivot stratégique, mais en réalité, ils étaient les symptômes d'un épuisement plus profond. Le budget militaire américain est encore plus important que celui des 10 pays suivants réunis, mais nous ne parvenons pas à traduire ces dépenses en influence durable. Pourquoi ? Parce que nous avons confondu la présence et le pouvoir. Nous avons confondu la capacité de bombarder un pays avec la capacité de façonner son avenir. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. La même dynamique se joue à travers la Méditerranée, une région devenue la nouvelle ligne de front de la concurrence entre les grandes puissances. Prenez le récent accord entre le Maroc et Israël, négocié par l'administration Trump en 2020. Sur le papier, il s'agissait d'un triomphe diplomatique, une normalisation en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais en creusant plus profondément, vous verrez les fissures. Le Maroc n'a pas signé cet accord parce qu'il est soudainement tombé amoureux d'Israël, elle l'a fait parce qu'elle avait besoin de la couverture américaine pour consolider son contrôle sur un territoire que l'ONU considère toujours comme contesté. Et l'Espagne ? C'est pris au milieu. Madrid a toujours soutenu la position de l'ONU sur le Sahara occidental, mais elle dépend également du gaz marocain, de la coopération marocaine en matière de migration, surtout, des renseignements marocains sur les réseaux islamistes. Ainsi, lorsque le Maroc a rappelé son ambassadeur en 2022 après que l'Espagne a changé de position sur le Sahara occidental, il ne s'agissait pas simplement d'une querelle diplomatique. C'était un rappel que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Voici le problème, la Méditerranée n'est plus un lac de l'OTAN. La Russie a transformé la Syrie en une base opérationnelle avancée, dotée de systèmes de défense aérienne qui compliquent la capacité de l'OTAN à projeter sa puissance. La Turquie, membre de l'OTAN, a joué sur les deux tableaux, en achetant des S-400 russes tout en hébergeant des armes nucléaires américaines. Et puis il y a la Chine, qui a discrètement fait de la Méditerranée un nœud clé de son initiative, la ceinture et la route. Le port du Pirée en Grèce est désormais détenu majoritairement par COSCO. Le port de Valence, en Espagne, a connu une forte augmentation des investissements chinois. Même la petite enclave de Sich, Ceuta, juste en face du Maroc, est devenue une cible pour les entreprises logistiques chinoises cherchant à contourner les tarifs européens.
Il ne s'agit pas seulement de commerce. Il s'agit de contrôle. Et cela se produit alors que les États-Unis sont distraits par Taïwan et l'Ukraine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour le défi islamiste espagnol. L'ancienne façon de traiter la radicalisation consistait à la traiter comme un problème de maintien de l'ordre, arrêter les prédicateurs, surveiller les mosquées, expulser les fauteurs de troubles. Mais cette approche suppose que la menace est interne, qu'elle peut être contenue à l'intérieur des frontières nationales. La réalité est que les réseaux islamistes espagnols sont transnationaux. Ils sont financés par l'argent du Golfe, formés dans des camps d'Afrique du Nord et radicalisés en ligne par des propagandistes qui opèrent d'Istanbul à Idlib. Et les pays qui ont le plus d'influence sur ces réseaux, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, sont ceux-là même qui jouent désormais un double jeu. Ils coopéreront avec l'Espagne dans la lutte contre le terrorisme lorsque cela leur conviendra, mais ils utiliseront également l'islam comme outil de politique étrangère lorsque cela ne leur conviendra pas. Prenons le rôle du Maroc à Ceuta et Melilla, les deux villes de Sich situées sur la côte nord-africaine. Depuis des années, le Maroc utilise la migration comme un point de pression, permettant voire encourageant les Africains subsahariens à prendre d'assaut les barrières lorsqu'il veut obtenir des concessions de Madrid. Mais il ne s'agit pas seulement des migrants. Le Maroc a également cultivé des liens avec les communautés musulmanes locales de ces enclaves, dont beaucoup sont d'origine marocaine. En 2019, le gouvernement marocain a même ouvert un centre culturel à Melilla, dans le cadre d'un effort plus large visant à projeter le soft power. Le message est le suivant: si l'Espagne ne joue pas le rôle du Sahara occidental, le Maroc peut rendre la vie très difficile à sa minorité musulmane. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est ainsi que fonctionnent les grandes puissances. Ils utilisent tous les outils à leur disposition économiques, diplomatiques, culturels pour faire avancer leurs intérêts. Et vous auriez raison. Le problème est que les États-Unis et leurs alliés européens ont passé les 3 dernières décennies à prétendre que ce type de realpolitik n'existait pas. Nous avons agi comme si le monde pouvait être gouverné par des règles et non par le pouvoir. Mais les règles s'effondrent et le pouvoir change. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la posture militaire de l'Espagne? Tout d'abord, cela signifie que l'ancien modèle centré sur l'OTAN n'est plus suffisant. Les forces armées espagnoles sont toujours structurées autour de l'idée d'une guerre conventionnelle avec la Russie, mais les véritables menaces sont asymétriques: cyberattaques, désinformation, guerre hybride. Le piratage du ministère espagnol des Affaires étrangères en 2021, largement attribué à des acteurs russes, a été un signal d'alarme. Il en a été de même pour l'incident de 2022 au cours duquel un navire de guerre russe a navigué de manière provocante à proximité des eaux de Sich, mettant à l'épreuve la réponse de l'OTAN. Mais le défi le plus urgent ne vient pas de Moscou. Cela vient du sud. L'armée espagnole s'est discrètement adaptée. En 2020, elle a lancé l'opération Sea Guardian, une mission de l'OTAN axée sur la lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains en Méditerranée. Elle a également étendu sa présence au Sahel, en déployant des troupes au Mali et au Niger dans le cadre des efforts antiterroristes de l'UE. Mais ce sont des solutions de fortune. La vraie question est de savoir si l'Espagne et l'Europe dans son ensemble peuvent développer une stratégie cohérente pour la Méditerranée. Pour l'instant, la réponse est non. La politique méditerranéenne de l'UE est une mosaïque d'intérêts concurrents, la France poussant à une position plus affirmée, l'Italie cherchant à conclure des accords avec la Libye et l'Espagne tentant d'équilibrer ses identités africaines et européennes. Les États-Unis ne sont pas d'une grande aide. La stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden, publiée en 2022, ne mentionne la Méditerranée qu'une seule fois. Le Pentagone se concentre sur la région Indo-Pacifique, où il se prépare à une éventuelle guerre avec la Chine. Mais c'est en Méditerranée que la prochaine crise éclatera. C'est là que se croisent la migration, le terrorisme et la compétition entre grandes puissances. Et c'est là que l'Espagne, un pays qui a passé le siècle dernier à tenter d'échapper à son passé impérial, est contrainte d'affronter son avenir géopolitique. La réalité inconfortable est que l'Espagne et l'Europe ne peuvent plus sous-traiter leur sécurité aux États-Unis. L'ère de l'hégémonie américaine est révolue et le nouvel ordre sera défini par les puissances régionales. Le Maroc, la Turquie et l'Algérie agissent déjà comme eux. La question est de savoir si l'Espagne fera de même. Cela ne signifie pas abandonner l'OTAN ou tourner le dos aux États-Unis.
Cela signifie reconnaître que le monde a changé et que les anciennes alliances ne suffisent plus. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, l'Espagne et le Maroc ont failli entrer en guerre sur la question du Sahara occidental. Le déclencheur ? La décision de l'Espagne d'autoriser le chef du Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui, à recevoir des soins médicaux en Espagne. Le Maroc a réagi en ouvrant ses frontières à des milliers de migrants, submergeant ainsi les enclaves espagnoles. La crise n'a été résolue qu'après que l'Espagne a changé sa position sur le Sahara occidental, une chute humiliante. Mais la leçon à retenir dans la nouvelle Méditerranée est que le soft power est tout aussi important que le hard power. Et l'Espagne, comme le reste de l'Europe, est encore en train d'apprendre à l'utiliser. Le défi pour l'Espagne et pour l'Occident est de s'adapter sans abandonner ses principes. Cela signifie accepter que le monde est multipolaire, mais ne pas abandonner l'idée d'un ordre fondé sur des règles. Cela signifie travailler avec des partenaires comme le Maroc et l'Algérie, mais ne pas les laisser dicter les conditions de l'engagement. Et cela signifie reconnaître que la lutte contre l'extrémisme islamiste ne se limite plus à la lutte contre le terrorisme. C'est une question de géopolitique. L'ancienne façon de faire les choses est révolue. La question est de savoir si nous sommes prêts pour ce qui vient. La vérité inconfortable est que la classe politique espagnole est toujours prisonnière du cadre mental du XXe siècle, où la stabilité intérieure a été achetée grâce aux subventions européennes et aux garanties de sécurité américaines. Ce monde n'existe plus, mais Madrid n'a pas pleinement intériorisé ce changement. Prenez le récent gouvernement de Pedro Sánchez, une coalition entre le Parti socialiste et le parti d'extrême gauche Podemos. Sur le papier, il s'agissait d'une administration progressiste qui moderniserait la politique étrangère espagnole, dépassant les vieux réflexes atlantistes. En pratique, cela a été une leçon de maître sur la façon de ne pas s'orienter dans le nouveau paysage géopolitique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Sánchez est arrivé au pouvoir en 2018 en promettant une politique étrangère féministe et une approche plus humaine de la migration. Mais lorsque le Maroc a transformé la migration en arme en 2021, son gouvernement s'est replié en quelques semaines. La même administration qui avait défendu les droits humains du peuple sahraoui a soudainement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un revirement complet qui a mis en lambeaux la crédibilité de l'Espagne. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur diplomatique. C'était le symptôme d'une structure plus profonde. L'élite politique espagnole fonctionne toujours en supposant que l'Europe les renflouera toujours, que l'OTAN fournira toujours une couverture et que les États-Unis seront toujours là pour nettoyer les dégâts. Mais voici que l'Europe est trop divisée pour agir comme un bloc unifié, que l'OTAN est à bout de souffle et que les États-Unis sont de plus en plus réticents à jouer le rôle de garant de la sécurité de l'Europe. La décision de l'administration Biden de se retirer d'Afghanistan en 2021 a été un signal d'alarme, mais l'Espagne a appuyé sur le bouton snooze. Lorsque les États-Unis ont annoncé leur pivotement vers l'Asie, Madrid a supposé qu'ils pourraient poursuivre leurs activités comme d'habitude. Cette hypothèse est désormais testée en temps réel. Considérez les dimensions politiques intérieures. Le gouvernement de coalition de Sánchez est fragile, soutenu par des partis régionaux comme le RC catalan et le Basque et Bildu, qui ont tous deux des liens historiques avec les mouvements séparatistes. Cela crée un même gouvernement qui tente de maintenir l'unité de l'Espagne dans son pays et qui mine simultanément sa position à l'étranger en faisant des concessions au Maroc et à l'Algérie. La question catalane, en particulier, est une bombe à retardement. Si Madrid continue de s'aliéner ses partenaires européens en cédant du terrain à Rabat, elle risque de perdre le soutien dont elle a besoin pour empêcher le pays de se fracturer. Et si l'Espagne se fracture, c'est tout le projet européen en Méditerranée qui pourrait s'effondrer. Parlons maintenant de l'extrême droite, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vox, le parti nationaliste dirigé par Santiago Abascal, gagne du terrain en exploitant la crise identitaire de l'Espagne. Leur discours est que l'Espagne est assiégée par l'islam, les séparatistes, Bruxelles et l'élite mondialiste. C'est un message qui résonne dans un pays où la mémoire d'Al-Andalus est encore un fil conducteur dans la psyché nationale. Mais voilà, l'inconfortable Vox n'est pas qu'un mouvement marginal. C'est le symptôme d'un réalignement plus large de la politique de Sich, qui pourrait forcer les principaux partis à adopter des positions plus dures sur l'immigration, la sécurité et la politique étrangère.
Les élections générales de 2023 en ont été un exemple. Le Parti populaire de droite, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a tenté de déborder Vox en adoptant une partie de sa rhétorique, notamment sur la migration et la souveraineté nationale. Le résultat ? Un parlement sans majorité où ni la gauche ni la droite ne pourraient former un gouvernement stable. Sánchez a réussi à s'accrocher au pouvoir en concluant des accords avec les partis régionaux, mais au prix de davantage de concessions aux nationalistes catalans et basques, et d'une politique étrangère qui semble de plus en plus erratique. Le PP, quant à lui, est désormais pris entre ses instincts atlantistes traditionnels et la nécessité de faire appel à une base de plus en plus sceptique à l'égard de l'OTAN et de l'UE. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Le scénario le plus probable est une période d'instabilité prolongée, au cours de laquelle aucun gouvernement ne pourra durer plus de quelques années. C'est une mauvaise nouvelle pour un pays qui doit prendre des décisions stratégiques à long terme concernant son rôle en Méditerranée. L'alternative est même un virage à droite, où l'Espagne abandonne ses engagements européens et adopte une politique étrangère plus transactionnelle et nationaliste. Aucune des deux solutions n'est idéale, mais la seconde serait particulièrement préjudiciable. Si l'Espagne se replie sur elle-même, elle laissera un vide dans la Méditerranée que le Maroc, l'Algérie et la Turquie se feront un plaisir de combler. Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce à quoi cela pourrait ressembler. En 2022, l'Espagne a signé un accord gazier avec l'Algérie, son plus grand fournisseur de gaz naturel. L'accord a été salué comme une victoire diplomatique, signe que l'Espagne pouvait équilibrer ses relations avec le Maroc et l'Algérie. Mais quelques mois plus tard, l'Algérie a interrompu l'approvisionnement en gaz de la plus grande société énergétique espagnole, Naturgy, en raison d'un différend concernant la réexportation de gaz vers le Maroc. Cette décision montre clairement que l'Algérie s'attend à ce que l'Espagne choisisse son camp. Et si l'Espagne ne le fait pas, elle en paiera le prix. C'est la nouvelle réalité de la géopolitique méditerranéenne. Il ne s'agit pas d'alliance, il s'agit de transaction. Il ne s'agit pas de principe, c'est une question de pouvoir. Et l'Espagne, comme le reste de l'Europe, essaie encore de trouver comment jouer à ce jeu. Le problème est que les règles sont écrites par d'autres, par le Maroc, qui utilise la migration comme une arme, par l'Algérie, qui utilise l'énergie comme levier, et par la Turquie, qui utilise son armée pour projeter sa puissance dans la région. La question est de savoir si l'Espagne pourra s'adapter avant qu'il ne soit trop tard. Les signes ne sont pas encourageants. La réponse du gouvernement Sánchez à la crise migratoire de 2021 a été d'investir de l'argent pour résoudre le problème, en offrant au Maroc 30 millions d'euros d'aide en échange de l'endiguement du flux de migrants. Il s'agissait d'une solution à court terme, mais elle a créé un dangereux précédent. Le Maroc sait désormais que l'Espagne paiera pour éviter une nouvelle crise. Et si l'Espagne est prête à payer une fois, pourquoi ne paierait-elle pas encore ? C'est le piège dans lequel l'Europe est tombée. En externalisant la sécurité de ses frontières vers des pays tiers, elle a créé un système dans lequel ces pays peuvent la prendre en otage. L'Espagne ne fait pas exception. La différence est que l'Espagne est plus exposée que la plupart des pays. Ce n'est pas seulement un État en première ligne dans la crise migratoire, c'est également un acteur clé dans le conflit du Sahara occidental, un important importateur d'énergie et un membre de l'OTAN avec une longue histoire d'engagement en Afrique du Nord. Si l'Espagne ne parvient pas à se ressaisir, les conséquences se feront sentir bien au-delà de ses frontières. Alors, quelle est la voie à suivre ? La première étape consiste pour l'Espagne à reconnaître qu'elle ne peut plus se permettre de rester un acteur passif en Méditerranée. Elle doit développer une stratégie cohérente qui équilibre ses relations avec le Maroc, l'Algérie et l'UE. Cela signifie investir dans sa propre sécurité, plutôt que de compter sur l'OTAN ou les États-Unis. Cela signifie diversifier ses approvisionnements énergétiques, afin qu'elle ne soit pas à la merci de l'Algérie. Et cela signifie adopter une ligne plus dure en matière de migration, plutôt que de payer le Maroc pour qu'il fasse son sale boulot. La deuxième étape consiste pour l'Espagne à reconstruire sa crédibilité auprès de ses partenaires européens. La débâcle du Sahara occidental en 2021 a porté un préjudice durable à la réputation de l'Espagne à Bruxelles. Si Madrid veut être prise au sérieux, elle doit montrer qu'elle peut résister aux pressions extérieures sans sacrifier ses principes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible. L'Espagne a une longue histoire de défis géopolitiques complexes, de la Reconquista à la guerre froide.
La différence est désormais que les enjeux sont plus élevés et que la marge d'erreur est plus petite. La troisième étape consiste pour l'Espagne à faire face à sa propre crise d'identité. La montée en puissance de Vox est un signe d'avertissement. Si les grands partis ne répondent pas aux préoccupations des électeurs qui se sentent laissés pour compte par la mondialisation, l'extrême droite continuera de gagner du terrain. Cela ne signifie pas adopter la rhétorique de Vox, mais cela signifie reconnaître que la relation de l'Espagne avec l'islam est plus compliquée que ne le suggère le récit de l'establishment. Cela signifie reconnaître que l'héritage musulman du pays fait partie de son histoire, mais que son avenir sera façonné par la manière dont il gère aujourd'hui ses relations avec le monde musulman. Voici en bas l'Espagne est à la croisée des chemins. Elle peut soit assumer son rôle de puissance méditerranéenne et assumer la responsabilité de sa propre sécurité, soit continuer à se débrouiller seule, en espérant que quelqu'un d'autre résoudra ses problèmes. La première voie est difficile, mais c'est la seule qui offre une chance de stabilité à long terme. La deuxième voie mène à la non-pertinence ou pire, à devenir un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. La Méditerranée est le nouveau champ de bataille du XXIe siècle. La question est de savoir si l'Espagne sera un joueur ou un spectateur. Et s'il choisit de jouer, il doit le faire les yeux ouverts. Car dans ce nouveau monde, il n'y a pas d'alliés permanents, seulement des intérêts permanents. Et si l'Espagne ne définit pas clairement ses intérêts, quelqu'un d'autre le fera à sa place.